Un parti politique, c'est une face visible. Ce sont des communiqués, des dirigeants qui vont sur les plateaux de télé, mais c'est aussi au quotidien une administration qui travaille, des bénévoles qui donnent de leur temps et des permanents qui donnent énormément de leur temps. Je les remercie pour le travail qu'on a fait depuis 1 an, depuis Marseille, la création du parti, Valence, la campagne des Européennes et la préparation de Rochefort. Merci à vous d'être venus. Et maintenant, je vais donner la parole à Emmanuel Morel. Je décline toute responsabilité quant à la réalisation de ce film. Je l'ai vu ce matin, j'ai dit Anthony, tu ne crois pas que ça fait un peu mégalo? Enfin, c'est bien de commencer par les grandes figures historiques, mais finir sur Bastien Fodot ou moi-même. Alors, l'idée n'était évidemment pas de se mettre au même niveau, hein, je vous rassure tout de suite, mais plutôt d'assumer un héritage à un moment où la gauche est parfois remise en cause, son histoire oubliée, et puis c'était surtout une invitation à nous montrer dignes de cet exemple. Et c'est, je crois, finalement, le message principal de cette petite vidéo plaisante, avec en effet des moments très émouvants. Cela ne sera jamais Jean-Pierre Chevènement expliquer la nature du programme commun. C'était quand même, c'était costaud et solide à l'époque. Hein. C'est ça, les choses ont un peu changé. Moi aussi, je voudrais remercier les organisateurs. Anthony est trop modeste, mais alors, dans l'organisation... Quand même, Anthony, il a d'autres choses à faire que d'être secrétaire général du parti, c'est un chef d'entreprise, c'est un père de famille, et il ne ménage ni sa peine ni son énergie pour faire tourner la boutique, et puis aussi pour être le réceptacle des mécontentements, des engueulades, parfois des miennes. Tout ça est un peu injuste, je voudrais le remercier parce que franchement, un parti, en effet, c'est une boutique à faire tourner, et c'est pas facile tous les jours. Alors merci, chers camarades, Rapatos. Remercier bien sûr les élus locaux qui nous ont permis de tenir cette université à Rochefort. Alors le choix de Rochefort, c'est un choix personnel, moi j'adore cette ville, mais c'est vrai que c'est pas mal d'être finalement sous le haut patronage à la fois de Colbert et de Jacques Demy. Ça nous ressemble bien finalement, c'est-à-dire il y a un peu la rugosité de la raison géométrique et un brin de poésie, car certains parmi ici sont aussi des esprits rêveurs. Et ce mariage, je trouve, caractérise Bastien Fodot qui est au pin du chef, c'est normal, c'est un grand poète. Ça nous caractérise, ce mélange, qui est à la fois le primat de la raison et en même temps l'exaltation de la beauté et de la culture. Ben, ça faisait du bien d'être à Rochefort, et pour celles et ceux hier qui s'en souvenaient, on a quand même été sur la place où ont été tournées les plus belles scènes de ce film, émouvant et même immortel. Je voulais remercier aussi les intervenants politiques, bien sûr, mais aussi les intellectuels. Je vois que certains sont dans la salle, Coralie, David, Thomas et bien d'autres qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous ce week-end. Je me disais hier, en regardant, c'est vrai qu'on est un jeune parti, un parti modeste, mais je me disais quand même, finalement, arriver à réunir un tel parterre, des débats de telle qualité, c'était la mission qu'on s'était assignée. On s'était dit, on veut être un trait d'union, on veut être une passerelle, on veut être en quelque sorte un laboratoire, on veut produire et pas seulement parler. Et je crois que de ce point de vue-là, l'objectif est réussi. Donc merci à vous pour vos exposés brillants et pour votre participation régulière à nos débats. Ça fait beaucoup de bien et nous repartons regonflés à bloc, si c'est possible, dans la période. Je dis jeune parti parce que on a tendance à l'oublier, et puis ici on n'est pas franchement... Enfin, on a une sorte de propension à l'autocritique qui est assez naturelle, mais on est un très jeune parti. Il y a 6 mois qui s'écoulent seulement depuis le congrès de Valence. 6 mois, c'est très court. Et en même temps, il s'est passé plein de choses. Alors déjà, pour nous, militants de cette jeune organisation, ça a été l'occasion d'éprouver nos forces, de mener loyalement une campagne électorale qui, ça ne surprendra personne, dont le résultat en tout cas n'a été ni à la hauteur de nos efforts, ni à la hauteur de nos espoirs. Je vais pas revenir longuement sur cette campagne, mais peut-être
En un mot, la liste, alors il y a aussi des raisons exogènes qui expliquent ce score, mais pour ce qui concerne la campagne, je pense qu'on avait fait un double pari. Le premier pari, c'était de dire, et c'était normal, on était en plein milieu de la déferlante des Gilets jaunes, il faut que ce scrutin se transforme en référendum anti-Macron. C'était la première thèse. Puis la deuxième thèse, compte tenu de l'air du temps, et c'est vrai que le fond de l'air est vert, c'est vrai que les gens sont concernés par les problèmes écologiques, on avait dit, il faut vraiment remettre en scène, mettre en scène cette idée d'écologie populaire. Le problème, ce qui s'est passé, et ça c'est un révolutionnaire russe très connu, Léon Trotsky, qui le disait avec sa science de la formule, le peuple va toujours au plus court. Et donc, référendum anti-Macron, ils ont choisi le plus gros bâton qu'ils pouvaient trouver, en tout cas ceux qui se sont déplacés, évidemment, c'était le vote rassemblement national. Et puis, sur les questions écologiques, ils ont choisi assez naturellement, d'ailleurs, ceux qui avaient l'antériorité, en tout cas, du propos dessus, je parle des écologistes. Mais pour autant, il n'y avait rien dans ce programme, rien dans cette campagne qui n'était étranger à nos analyses. Et rien dans les préconisations que nous faisions, parce qu'il faut se rappeler quand même de tout ce que nous avons dit pendant ces 6 mois de campagne assez éreintante, qui soit absurde ou inapproprié compte tenu de la réalité européenne. Alors, est-ce qu'il faut, parce que je discutais avec beaucoup de camarades pendant ces 2 jours, est-ce qu'il faut battre notre coupe, est-ce qu'il faut céder au découragement? Évidemment, non. D'abord parce qu'en politique, on attend des militants des états de service, pas des états d'âme. Les états d'âme, c'est bien pour la littérature, en vertu du principe, je crois que c'est Musset qui disait les chants les plus désespérés sont parfois les plus beaux, mais on ne sont pas concernés. Les états d'âme, pour les amateurs, c'est aussi pour le divan. Mais nous, on est des militants politiques. Et donc, des militants politiques, la vérité de la politique, elle ne se trouve jamais que dans l'action, inspirée par des convictions, par une analyse de la société. Et de ce point de vue-là, et moi ces 2 jours m'ont vraiment réconforté, en tout cas conforté, les militants de la GRS ont une cohérence qui ne se dément jamais. Et ça fait du bien, c'est-à-dire qu'on a une analyse qu'on avait faite à Valence, elle n'est absolument pas invalidée par le fait, et puis on a une envie, un cadre stratégique, des propositions que nous continuons inlassablement à promouvoir, et c'est tant mieux. Alors, juste pour résumer, parce que, encore une fois, Valence, c'était il y a très peu de temps, et nous avions formulé une thèse. Et la thèse, c'était, je la résume en quelques mots, nous croyons que les soubresauts du monde appellent une réponse de progrès. Et en même temps, nous savons que le progrès humain n'est pas linéaire, et même comme le dit très bien un sociologue américain qui s'appelle Immanuel Wallerstein, nous pensons à la possibilité du progrès, mais pas à son inéluctabilité. Et c'est vrai que si on prend un peu de recul par rapport à l'histoire du monde, il y a d'incontestables avancées dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la pêche, je ne parle même pas des impressionnantes avancées technologiques, qui sont forcément ambivalentes, mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a aussi des rechutes, des ressacs, du surplace, et même parfois des régressions. Et il est incontestable que nous vivons depuis maintenant plus d'une décennie dans une phase de régression, mais pour une simple raison. Il n'y a jamais eu de mondialisation heureuse. Il n'y a jamais eu de mondialisation heureuse. Et au contraire, le déploiement de ce qu'on appelle le capitalisme financier transnational, appuyé depuis le début de ce siècle par l'hégémonie américaine, a entraîné des réactions violentes avec des effets tangibles. Je ne vais pas revenir, c'est tout le débat de ces 2 jours. L'explosion des inégalités, table ronde sur les questions économiques et sociales, l'explosion des inégalités au sein des nations, mais aussi entre les nations, les conséquences dramatiques pour l'écosystème. Moi, j'étais très en écoute de ce que disait David Cormand hier, ou de ce qu'ont dit les camarades dans l'atelier économique, parce que c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui incontestable et qui s'impose à nous. Mais il y a une autre dimension qu'il ne faut jamais oublier dans la nature du capitalisme d'aujourd'hui, c'est qu'il a aussi des conséquences dramatiques dans la vie d'esprit. Je m'explique, je pense qu'on ne le dit pas assez, le système économique a un impact civilisationnel. Ça crée de la disharmonie et ça crée aussi ce qu'on pourrait appeler une sorte d'inversion des valeurs qu'on doit prendre en compte quand on fait de la politique. Je vous prends quelques exemples. L'idéologie de la compétition
de la concurrence. Et ben, c'est un formidable encouragement à l'agressivité des comportements. Et dans une curieuse inversion de valeur, l'agressivité devient quelque chose de positif. Je sais que David Kella travaille sur il prépare un livre sur l'idéologie néolibérale. Ça, c'est très frappant de voir à quel point l'agressivité devient promue, valorisée comme étant quelque chose de très important pour vivre en société. De la même façon, on a un système de consommation qui glorifie, qui exalte la consommation pavlovienne, qui glorifie l'avoir, le paraître, au détriment quand même d'une certaine mesure. Et puis surtout, on a une société de tout publicitaire qui accouche d'une société du court terme, de l'achat compulsif, de la perte d'attention. La perte d'attention, c'est très important, parce qu'en réalité, qu'est-ce que veulent les capitalistes? Du temps de cerveau disponible. Et tout est mis en œuvre, justement, pour que ces pratiques contestables deviennent des valeurs incontestables. C'est d'ailleurs intéressant, au moment, je vous demande d'y réfléchir, au moment où on n'arrête pas de parler de l'horizon de l'homme augmenté. L'homme augmenté avec les sciences, avec les techniques, de ne jamais parler de l'homme diminué. L'homme diminué par le système économique, l'homme diminué aussi par les technologies, diminué d'un certain nombre de qualités morales, j'ose le mot, qui sont essentielles au bon fonctionnement d'une collectivité humaine. Je parle de ça, c'est très important parce que ça a des implications dans la vie politique de tous les jours. Je ne vais pas faire un long développement là-dessus, mais je trouve que la nature du système économique infuse dans les comportements, aussi bien dans ceux qui sont censés être les élites que les masses, et ça produit une sorte de curieux renversement qu'il est difficile pour nous, militants progressistes, de combattre. Mais évidemment, la conséquence la plus spectaculaire de cette période politique, c'est la montée des nationalismes, c'est la montée des phénomènes de repli. Et alors, bien sûr, c'est consécutif, on l'a souvent dit, à la peur que suscite un phénomène qui est présenté comme naturel, la mondialisation, et qui met en place quelque chose de proprement invivable, en tout cas de déprimant. Mais c'est aussi, j'y insiste, parce que je pense que la montée des colères, la montée des peurs, des nationalismes, ça vient aussi du comportement complètement indécent des oligarchies, de leur mépris croissant pour la souveraineté populaire, alors franchement les exemples pullulent, de leur fantasme de gouvernance post-démocratique, de leur cynisme enfin. C'est un cynisme, je me souviens d'un livre d'Éric Dupin il y a quelques années là-dessus, qui s'appelle Une société de chiens. Et il montre très bien comment ce cynisme, par capillarité, infusait dans la société tout entière. Et donc cette indécence au sommet, évidemment, elle est un formidable carburant pour les démagogues. Et il n'y a que les faux candides qui pensent qu'on rejettera tous ces mouvements en agitant, vous savez, comme d'habitude, les heures sombres de l'histoire. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour une raison. C'est pas comme ça qu'on va arrêter la déferlante nationaliste, tout simplement parce que les gens ne nous croient plus. Et comment leur donner tort? Quand on regarde l'histoire de tous ces partis de transformation sociale, qui soit ont renoncé, et généralement par patriotisme, soit ont carrément trahi, évidemment, il est quand même compliqué d'expliquer aux gens que ce sentiment de perte de repère, que cette espèce de fatigue démocratique, elle n'était pas inévitable. Alors moi, je rejoins, parce que j'écoutais avec beaucoup d'attention l'intervention de Bastien Faudot lors de l'ouverture de nos travaux. Il avait raison sur un point, moi je ne crois pas qu'il y ait une crise du politique au sens propre, mais en revanche, comme tu l'as très bien dit, il y a une sorte de crise d'efficacité du politique, en tout cas, une crise de la croyance dans la puissance d'agir du politique. Et finalement, c'est assez normal quand on voit des décennies de double discours, de distorsion entre les mots et les actes, de renonciation systématique. Évidemment, ça se comprend, et cette crise, elle est encore devant nous, elle explique bien des choses, et il faut faire avec. Alors on nous dit, parce que ça c'est l'argument classique, de dire il faut être, en politique, il faut être crédible. Et ça, je suis d'accord, et je le dis souvent à des camarades, parfois, qui sont tentés par une forme de radicalité, et y compris dans leur expression. La crédibilité, c'est essentiel pour être élu. En tout cas, les gens, ils votent quand même pour des gens qui sont crédibles pour exercer le pouvoir. Mais la crédibilité, quand on est des gens qui croient au progrès humain, et c'est notre cas, c'est aussi des responsables qui assument de vouloir procéder à un certain nombre de ruptures.
des ruptures avec l'ordre établi, des ruptures avec l'idéologie dominante, des ruptures avec la société du tout marché, avec la société du libre-échange généralisé, des ruptures aussi, ça sera un débat entre nous, mais moi j'en suis persuadé, avec une forme de productivisme qui n'a plus lieu d'être dans la société d'aujourd'hui. Alors, mais comme souvent, les citoyens sont en avance sur les dirigeants politiques, parce que l'opinion politique, elle se rend compte que ça ne peut pas continuer comme ça, et partout en France, on l'a vu avec les Gilets jaunes, mais aussi en Europe, mais aussi aux États-Unis. Enfin, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Aujourd'hui, le mot socialisme est devenu à la mode. Le mot socialisme est devenu à la mode. Avec un Bernie Sanders, en pleine primaire démocrate, qui dit « Moi j'assume, j'ai toujours été socialiste ». Un bel encouragement. Mais au-delà de ça, vous avez toutes sortes de mouvements qui eux aussi plaident pour la grande bifurcation. Vous vous souvenez, au Congrès de Valence, on avait théorisé cette idée qui me semble absolument nécessaire et féconde. Et moi, je pense que, à la fois ceux qui sont dans les marchés humains, ils sont aussi persuadés qu'il faut la grande bifurcation. Et j'irais même au-delà quand on regarde des mouvements qui sont apparemment essentiellement démocratiques. Regardez Hong Kong, regardez l'Algérie, regardez certains mouvements, certaines révolutions citoyennes en Amérique du Sud. Il y a à la fois, bien sûr, ce souci d'avoir plus de liberté, mais il y a aussi, ce qui s'exprime profondément, une passion d'égalité et une volonté de rupture qui est incontestable. Et tous ces mouvements citoyens, ces mouvements populaires, sont des formidables points d'appui pour la construction d'une alternative internationale. Parce que quand même, c'est bon de rappeler, nous sommes profondément, inlassablement internationalistes. Alors cette alternative, qui permet à mon avis de sortir de cette phase de régression par le haut, c'est la proposition éco-socialiste. Gaëtan Gors est dans la salle, je vous renvoie un excellent petit livre qu'il avait commis il y a quelques années, mais moi je crois en effet que cette proposition, elle permet à la fois de répondre à un impératif de préservation, parce qu'il y a un impératif de préservation de l'écosystème, préservation d'un modèle social, préservation d'une certaine civilisation, d'une certaine forme de civilisation, et en même temps, elle permet de répondre à la poursuite d'un idéal de conquête. Mais et ça c'était intéressant dans les Balzers, j'ai trouvé, la proposition éco-socialiste, ce n'est pas seulement une batterie de mesures aussi ingénieuses et audacieuses soit-elle. C'est une bataille culturelle. Et pour tout dire, c'est même une bataille qu'on pourrait qualifier d'anthropologique. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on le dit toujours dans nos congrès, dans nos débats, mais oui, bien sûr, il faut privilégier la coopération, la compétition. Oui, bien sûr, il faut privilégier la solidarité à la concurrence. Mais au-delà de ça, moi je pense qu'il s'agit de promouvoir des pratiques, des modalités d'être, on discutait avec Nathalie Perrin-Gilbert hier, que le capitalisme réprouve parce qu'il est juge soit inefficace, soit pas assez rentable. Et j'assume, et je pense que c'est vraiment, il faut qu'on discute, qu'on parle de ça. Moi j'assume qu'on parle de lenteur. Parce que oui, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels il faut ralentir. Dans une société d'accélération comme elle est, le ralentissement, c'est une nécessité vitale. Il faut parler de la gratuité. Aujourd'hui, plus personne, même à gauche, parle de la gratuité, comme si tout devait forcément s'acheter et avoir un prix. Ben non, la gratuité, c'est un concept formidable et fécond pour la gauche française aujourd'hui. Bref, l'attention, l'altruisme, tout ça dessine une sorte de contre-modèle social que nous devons aussi porter au nu si on veut convaincre des gens qui aujourd'hui s'interrogent sur la légitimité du politique. Bref, la proposition éco-socialiste, c'est ça qui est intéressant, je crois, c'est qu'elle permet de faire le point de jonction, je résumais un peu ce qu'on disait à Valence, entre un combat social qui pour nous est évident, c'est un combat pour l'amélioration des conditions de vie matérielles des gens, pour la redistribution des richesses, le partage des pouvoirs, le partage des savoirs, et en même temps le combat écologique qui vise non seulement à protéger la planète, mais qui vise surtout à protéger l'espèce humaine. Ça, je crois que là-dessus, on est tous d'accord. Après, il y aura un débat avec un certain nombre de nos interlocuteurs sur le comment on fait. Mais déjà, quand même, on avance et on a un certain nombre d'idées. Alors, cette proposition éco-socialiste, cette nouvelle formulation, on était un certain nombre, en tout cas, moi, j'en étais pas tous dans cette salle, parce que je sais qu'il y a un certain nombre de militants qui étaient très lucides, on était un certain nombre à penser qu'elle pouvait s'incarner dans un espace politique autonome, capable d'inventer des réponses nouvelles, je pense notamment à l'Europe. Alors c'est vrai que moi je faisais partie, par naïveté, peut-être par ethnocentrisme aussi, en tout cas
par idéalisme. On a pensé que l'Europe, elle pouvait apporter une réponse pertinente dans la mondialisation. Évidemment, bon, le camarade VMRC était bien en avance sur nous là-dessus, encore que Marie-Noël ou Gaëtan ou d'autres avaient déjà émis depuis longtemps un certain nombre de circonspection. Mais la vérité, c'est qu'on connaît la triste réalité de l'Union européenne. Elle s'est révélée un redoutable accélérateur de mondialisation, et en plus, parce que ça on l'oublie trop souvent, elle est incapable, surtout depuis l'élargissement à l'Est, de se désarrimer des États-Unis. Elle est incapable de se désarrimer des États-Unis. Je vous renvoie, on a une très belle librairie là-bas, et à chaque fois on choisit des livres avec soin, au très beau livre de Régis Debray. À chaque fois je cite Régis Debray, ça vaut des commentaires furibards sur Twitter, c'est pour ça que je le fais à nouveau. Je renvoie à la fois à son très beau livre qui s'appelle Civilisation, justement sur l'imprégnation de la pensée américaine dans la société européenne, mais aussi le texte qu'il a rédigé récemment qui s'appelle L'Europe. Vraiment un très beau texte. Et oui, on pourrait vous citer des dizaines d'exemples navrants où l'Europe ne cesse de procéder à des redditions en race scandale. Regardez l'exemple, c'est quand même un exemple très frappant, de ce qui s'est passé il y a quelques semaines à peine par rapport à l'accord nucléaire avec l'Iran. Vous avez quand même Donald Trump, qui après avoir foutu plusieurs baffes, notamment au niveau commercial, arrive et dit intime l'ordre aux entreprises européennes de se barrer. Et il y a l'incapacité des Européens, alors c'était quand même l'occasion, tout le monde se gargarise sur l'Europe puissante, c'était l'occasion de montrer un peu sa force. Et bien finalement, toutes les boîtes se défilent, les dirigeants font la politique de l'autruche, et on arrive à cette position navrante, on est incapable de s'émanciper par rapport à la tutelle des États-Unis. Je vais vous prendre un autre exemple qui peut paraître anecdotique, mais moi je trouve très grave, c'est ce qu'on appelle le mercato des dirigeants communautaires. M. Barroso quitte la commission de chez Goldman Sachs. M. Draghi vient de Goldman Sachs pour diriger la BCE, il va sûrement y retourner. Et puis il y a un exemple récent, que Emmanuel Macron choisisse comme commissaire Mme Goulard. Pour ceux qui ne la connaissent pas, moi je l'ai fréquenté comme des députés européens, c'est vraiment la quintessence de la morgue d'une certaine élite hexagonale, vraiment. Mais au-delà de ça, c'est quand même un nana qui a été implantée pendant des années par un think tank américain pour faire on sait quoi. Et d'ailleurs, alors j'ai vu que les gens d'En Marche disaient non, mais elle parle américain, mais elle pense en allemand. Et ça, c'est vrai, je vous le confirme. Non, mais c'est la vérité, ça. Mais c'est vrai, elle pense en allemand au point que, pour l'avoir vu pendant quelques années, c'est vraiment une sorte de ravi de la crèche de l'orthodoxie budgétaire à la FCDU. Et on peut lui faire confiance si elle est nommée commissaire. Alors franchement, elle sera une promotrice ardente du libre-échange, elle sera une atlantiste dévouée. Enfin, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'en aucun cas, elle fera preuve de singularité, d'originalité et d'indépendance de caractère par rapport à la présidente de la commission, que tu l'as d'ailleurs, qui elle aussi est de la CDU, comme quoi il y a une sorte de continuité préoccupante. Mais justement, pour nous qui sommes des patriotes dans cette salle, nous enrageons de voir ainsi la France qui ne tient pas son rang en Europe. Elle ne tient pas son rang dans l'Europe. Alors c'est vrai que le quinquennat de François Hollande, de ce point de vue-là, a été particulièrement calamité, enfin de ce point de vue-là, beaucoup de points de vue en fait. Et d'ailleurs, il y a quelques mois encore, je voyais des anciens camarades socialistes qui me reprochaient d'être particulièrement durs. Quand je lis les papiers récemment, je me dis que finalement tout le monde est d'accord. Et c'est vraiment un quinquennat qu'elle a mis devant tout point. Bon, c'est bien, ça fait une page de tournée, et ça nous permettra de ne plus avoir ce débat qui était un peu persistant. Mais alors, Macron ne fait pas mieux qu'Hollande. Alors c'est vrai qu'il y a des effets de communication, c'est vrai qu'il donne le champ. C'est vrai aussi qu'il est servi par des médias incroyablement en amour. Enfin franchement, la séquence G7, c'était génial. Hein, c'était Macron super-héros sur BFM TV. Au point qu'on pensait un petit peu, vous savez, à cet épisode d'OSS 117. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a Pierre Bellemare, qui est chef des services secrets, qui convoque Hubert de la Batte, qui lui dit Hubert, vous avez une semaine. Alors, bon, il faut vous calmer tout ce petit monde, soviétique, anglais, américain, conforter les positions de la France, instaurer la tour d'Égypte, sécuriser le Proche-Orient. L'autre répond pas de problème. Bon, ben voilà, ça c'est Macron sur BFM.
cela est une mauvaise farce. La vérité, c'est que l'action d'Emmanuel Macron sur la scène européenne ne se traduit par aucune avancée tangible. Aucune avancée tangible. Il faut vraiment bien avoir ça en tête. Bon, il fait mine d'adopter une position de fermeté et généralement la réalité se charge de lui infliger des camouflets humiliants. Bon, le dernier exemple en date, évidemment qui n'est pas relayé par la presse hexagonale. Vous savez que Macron a fait tout un discours sur le Mercosur, l'accord totalement abominable entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud. Et il disait hors de question de signer ce texte qui va à l'encontre de nos intérêts, puis M. Bolsonaro, etc. Bon, les gens y ont cru. On peut le croire. Sauf que 2 jours après, moi j'arrive en commission du commerce international, c'est la commission du Parlement européen, et on auditionne la directrice générale du commerce. Il se trouve qu'elle est française. Elle vient de remplacer un Allemand. Normalement, les Allemands postent tout, mais là, ils ont laissé une petite place pour la française. Et voilà qu'elle s'exprime sur le Mercosur. Je me dis, bah, c'est bien, elle va nous enjoindre à une certaine prudence. Et au contraire, voilà qui dit que le Mercosur, c'est un accord essentiel. Il faut le signer au plus vite. Alors, certainement, on va poser la question, mais la position de la France, oui, c'est une position de principe, enfin, à la fin, il faut quand même le signer. Voilà. Donc voilà la réalité. Ce double discours dont je parlais tout à l'heure, cette distorsion systématique entre les grandes déclarations et les faits, elle se retrouve une fois de plus là, et tous ceux qui vous disent « oui, mais Macron, quand même, en Europe, il tient son rang bah, », la vérité, c'est qu'il ne fait pas mieux que les autres, mais que c'est normal. C'est normal parce que, et ça, nous l'avons depuis longtemps analysé, mais il faut le redire, Macron, c'est le parachèvement de la normalisation libérale. C'est le parachèvement de la normalisation libérale dans un pays qui est réticent, qui est rétif, mais évidemment, il profite, outre de cette presse en amoureux que j'évoquais, il y a plus grave, il profite de la division syndicale et de sa faiblesse. Il profite aussi de la division de la gauche et de sa faiblesse pour imposer un agenda de privatisation, de remise en cause du modèle social, qui est dans la continuité des quinquennats précédents, mais qui est quand même plus brutal et plus grave. Et alors, à ceux qui le jugent disruptif, innovant, il suffit d'en revenir aux faits et aux réformes telles qu'elles sont mises en œuvre pour constater que le macronisme n'est que la énième version d'une politique de classe auquel les possédants ont toujours rêvé. Il n'y a rien d'original, il n'y a rien de nouveau, c'est toujours aussi brutal. Les ordonnances sur le code du travail pour commencer le quinquennat, les attaques sur l'assurance chômage, l'assurance maladie, la baisse continue des cotisations sociales et aujourd'hui, bien sûr, la retraite, la réforme des retraites, c'est vraiment la to-do list du libéral Bondin qu'est Emmanuel Macron. Et c'est toujours les mêmes effets, c'est-à-dire la précarisation grandissante de la société. Et franchement, ce qui est en train de se passer sur les retraites, alors ça va prendre un peu de temps, mais là il faut qu'on soit mobilisé comme jamais. C'est une bataille absolument fondamentale et centrale. Et moi j'appelle les camarades à ne pas se laisser, à ne pas se disperser dans plein de combats. Ça, c'est le combat central, la réforme des retraites. Pourquoi? Parce qu'elle va aboutir inéluctablement à une baisse du niveau des pensions de tout le monde. De tout le monde. Et, c'est ce qu'ils ont en tête, forcément, à un moment, la question de la capitalisation de la retraite privée va être posée. Quand je dis tout le monde, c'est que même les médias mainstream, même les journaux qui sont neutres politiquement, plus ou moins, comme le Parisien, quand ils ont fait un petit schéma qui voulait objectif, et on voit que tout le monde paie. Et il n'y a que les membres du gouvernement Macron et puis les gens du MEDEF qui courent les plateaux télé avec ce syllogisme complètement idiot qui dit « Ah, la petite qu'on vit depuis longtemps, il faut travailler depuis longtemps. » Mais franchement, c'est quand même assez facile de leur expliquer que si on vit plus longtemps, c'est précisément parce qu'on travaille moins longtemps. Et que c'est plutôt ça qu'il faut favoriser. De la même façon, c'est quand même assez élémentaire de leur rappeler que le système des retraites français, c'est le système des retraites le plus efficace du monde. Et que, contrairement à ce qu'on entend, c'est aujourd'hui un régime qui est excédentaire. Je dis bien excédentaire. Alors, on prévoit peut-être un déficit, mais un déficit à l'horizon 2025 de à peine 10 milliards d'euros sur 300 milliards. Donc là, vraiment, il faut une bataille de raison. Il faut une bataille de conviction, parce que c'est vraiment un combat central. Et j'ai envie de dire, pour nous, qui sommes des républicains authentiques, des républicains de cœur, c'est une bataille républicaine par excellence. Pourquoi? Parce que les libéraux,
et ça c'est le propre des solutions libérales, de s'attaquer systématiquement aux projections collectives, aux solutions publiques, aux politiques d'intérêt général. Et d'une certaine façon, je reviens très rapidement sur le débat d'hier, toute la politique de privatisation, qui ne tient aucun compte de l'intérêt du plus grand nombre, qui essaye à court terme de boucher les trous d'un budget austère, mais à long terme qui va surtout enrichir des amis. Parce que si, alors on parle beaucoup de l'ADP, j'y reviendrai, mais la Française des Jeux, par exemple, voilà une entreprise qui rapporte de l'argent à l'État, qui permet aussi une régulation d'une pratique qui est quand même hautement addictive. Donc s'en débarrasser, c'est juste faire un cadeau aux amis, ça n'est rien d'autre que ça. Et moi je pense qu'il faut aller au plus court et dire les choses telles qu'elles sont. De la même façon, ADP, alors hier c'était une très belle table ronde, je ne vais pas y revenir, tout a été dit, Coralie avec son exhaustivité habituelle, vous a donné tous les arguments qu'il fallait. Mais je reviens quand même sur un point, ça a été abordé hier, mais je trouve ça intéressant. Parce qu'en fait, ça fait système. Dans le même mois, vous avez 4 annonces différentes. Vous avez la privatisation des aéroports de Paris. Vous avez la mise en place de ce qu'on appelle EuropaCity, dans le nord de Paris. C'était un immense centre commercial. Vraiment le temple dédié à la consommation. Ça, c'est le groupe Auchan. Quelques semaines après, on nous annonce qu'une partie de la gare du Nord va être privatisée. Ça, c'est aussi le groupe Auchan, puisqu'on va transformer la gare du Nord en immense zone commerciale. Pour les utilisateurs comme moi, quotidien de la gare du Nord, c'est ce qui est en train de se préparer. Vous ajoutez à ça l'extension de la plateforme aéroportuaire de Roissy, ce qu'on appelle le T4. Et bien tout ça, ça fait système. Ça fait système, c'est-à-dire que vous avez un aménagement du territoire qui est laissé au seul marché. Et une société qui est fondée sur l'hyperconsommation, avec une fracture territoriale entre un hypercentre privilégié, qui sera privilégié, où ne peuvent vivre en réalité que les riches, et la banlieue, plus ou moins proche, à laquelle on offre un environnement pollué, dans tous les sens du terme, pollué d'un point de vue écologique, pollué d'un point de vue publicitaire, et en même temps à qui on offre de moins en moins de services publics et de services de transport. C'est ça aussi la réalité de la politique macroniste, c'est ça l'avenir radieux qu'ils prétendent nous proposer, et évidemment ça suppose une résistance républicaine. Et moi je pense que ce qui doit sortir aussi de ces universités d'été, c'est vraiment l'urgence de la reconquête républicaine. Alors moi je ne vais pas, Thomas Brantôme m'a brillamment fait allusion à ça, je vais y revenir, mais quand même, vous voyez bien que face à cette tentation macroniste qui consiste à étendre indéfiniment la sphère du marché, eh bien, il y a un intense besoin de république dans notre pays. Et ça se décline dans tous les points, et finalement, c'est ça, Marie-Noëlle a dévoilé, à juste titre, notre première proposition pour la rentrée, mais j'y reviens, c'est ça ce que nous appelons un programme d'intérêt général. C'est un programme de reconquête républicaine. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons, il y a aujourd'hui des forces qui sont éparses, qui sont dispersées, mais qui quand même, sur un certain nombre de points, sont d'accord. Nous, on vous propose de travailler avec méthode, patiemment, dans le respect, à un programme d'intérêt général, et qui pourrait se décliner autour de 6 points. On dit 6 points, si les autres, de toute façon, c'est pas à prendre ou laisser, si les autres ne sont pas d'accord, on en mettra 7, on en prendra 8. Mais on a essayé quand même d'isoler les grandes questions à partir desquelles on peut essayer de construire un programme de reconquête républicaine, d'intérêt général. On a la redistribution des richesses, c'est l'évidence, mais enfin on en parle quand même de moins en moins. Or, jamais la question des salaires, la question de la réforme fiscale n'a jamais été autant d'actualité. Donc ça, il faut qu'on en discute. Il y a évidemment la question de la transition écologique. Ça, il ne faut pas se payer de mots, il faut essayer de dire comment. Nous, on pense qu'il faut une forme de planification. Il faut que l'État s'en mêle. Il faut qu'on ait une politique intelligente par rapport à le refus de l'obsolescence programmée, le recyclage, les circuits courts, tout ça, ça doit faire partie du débat. Troisième point, redistribuer les richesses, transition écologique, c'est évidemment vivre dignement au travail. Patrick Quinton est dans la salle, c'était mon prof de questions sociales il y a quelques années, mais la vérité quand même, il n'y a pas de progrès. Et moi je récuse tous les gens qui se disent progressistes et dont la seule obsession, c'est systématiquement de modifier le code du travail dans un sens négatif. Quand on voit le résultat concret dans les boîtes, dans les entreprises, à la fois de la réforme du travail El Khomri,
des ordonnances Macron, c'est-à-dire des gens qui renoncent d'aller au prud'homme parce qu'ils savent que de toute façon, même s'ils gagnent pour un licenciement abusif, ils auront plus à payer de frais d'avocat que ce qu'on leur donnera. Quand on voit les procédures de licenciement collectif aujourd'hui qui sont incroyablement facilitées, quand on voit la précarité complète d'une bonne partie du monde du travail, eh bien moi je pense qu'un progressiste, quelqu'un qui se dit progressiste, il ne peut pas et il ne pourra jamais en même temps mettre en place un programme de diminution des protections collectives au travail. Et ça, je pense vraiment qu'on reparle à gauche parce que c'est devenu un sujet presque connexe, secondaire, alors que c'est absolument fondamental quand on est socialiste et quand on est de gauche. Et ça vaudra aussi, il faudra poser la question de la révolution du temps de travail, il faudra poser la question de la démocratie dans l'entreprise. Ça, c'est dans les hiérarchies, dans notre hiérarchie, c'est un sujet absolument central et identitaire et emblématique et qui parle aux gens. Parce que là, pour ceux qui veulent fédérer le peuple, ça c'est vraiment un sujet très important. Quatrième point, j'y reviens pas, ça a été beaucoup dit, et puis c'est vrai que dans cette salle, la tradition jacobine se porte bien, mais à juste titre, parce que comme l'a rappelé Thomas hier, le jacobinisme, contrairement aux caricatures, c'est surtout la passion de l'égalité. Et c'est la réflexion sur comment on met en œuvre les outils et les moyens pour arriver à cette égalité. Et nous, on pense que l'État, oui, l'État, la puissance publique, c'est le garant de l'intérêt général. Et ça veut dire que... c'est pas facile, même à gauche, aujourd'hui, d'aller jusqu'au bout de cette logique. Mais moi, je pense qu'il faut le faire. Je pense que face à la crise économique, seule une politique qui restaure l'État, qui restaure la puissance publique et donc l'intérêt général, est à même d'en finir avec la prédation financière. Je pense que c'est par la restauration des services publics qu'on lutte efficacement contre la désertification, contre la relégation territoriale. Je pense que c'est la loi qui consolide et qui étend les avancées sociales. Je pense que c'est par le volontarisme, la politique industrielle, l'investissement public qu'on lutte efficacement contre le chômage. Et ça, je pense vraiment qu'on doit en discuter avec tous celles et tous ceux qui veulent construire un programme de reconquête républicaine, parce que c'est un point central, c'est un point évident, et c'est surtout un point qui intéresse les Français, parce que contrairement à ce qu'on dit parfois, les Français, dans la mémoire collective, ils savent à quel point la puissance publique elle a un rôle à jouer. Cinquième point, c'est quatrième point, pardon. Cinquième, la nation apprenante. Il y a eu un atelier très intéressant, je l'ai regardé on fait ça, streaming, pardon. Il faut quand même qu'on assure notre réputation de ringard, en tout cas la mienne. Moi je l'ai regardé en streaming et évidemment, c'est un atelier passionnant, mais je pense que c'est bien de rappeler que pour nous, il n'y a pas de liberté individuelle sans instruction, sans éducation. Il n'y a pas d'émancipation sans école publique, gratuite, laïque. Il n'y a pas de grande nation sans des universités dignes de ce nom. Et là, franchement, quand on voit l'état de l'université, du budget, la façon dont sont traités les profs, les contraintes administratives hallucinantes, ben ça, c'est pas possible. Il y a... Alors, et c'est pas seulement la formation initiale. C'est pas seulement non plus la formation professionnelle. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ait une réflexion sur la formation choisie tout au long de la vie. La formation, c'est pas que le patron qui dit faut que tu t'améliores dans telle ou telle chose. Non, c'est toute une nation qui apprend. C'est toute une nation qui s'instruit. C'est toute une nation qui s'éduque, parce que c'est aussi comme ça qu'on permet l'émancipation des hommes et des femmes, et franchement, on en a besoin. Et il faudra une réflexion spécifique sur l'éducation populaire, qui manque tant aujourd'hui dans notre pays, alors que c'est aussi nécessaire. Cinquième point, j'y reviens pas, c'était l'objet de la table ronde à laquelle a participé Caroline Fiat, Benoît Vito et bien d'autres. Moi, je tiens absolument à ce qu'on mette dans le débat la question du produire en France. Produire en France une nouvelle économie. Alors, c'est pas, contrairement à ce que j'ai lu parfois, un trip de chauvin. C'est juste que nous, on est conséquents. Il ne faut pas dire à la fois il faut absolument réduire les empreintes carbone, réduire l'émission des gaz à effet de serre, etc., etc. Et en même temps, accepter qu'on délocalise, qu'on intensifie les échanges commerciaux et qu'on achète à bas prix, parce que de toute façon tout ça c'est une course au moins-disant social, des produits de mauvaise qualité. Donc produire en France, ça n'est pas qu'un slogan, c'est une réponse économique crédible qui permet de démondialiser, parce qu'aujourd'hui il faut démondialiser. Et ça se décline dans tous les domaines. Ça se décline aussi bien dans le domaine de l'alimentation. Il y a plein de gens qui vont être candidats au municipal l'année prochaine. Bah oui, évidemment, les circuits courts, le respect de la proximité, le respect de la saisonnalité,
Tout ça, c'est très important. Et puis, ça rencontre une aspiration des citoyens. Je ne sais pas si vous m'avez habitué encore dans la salle, mais franchement, quand on voit, il y avait une étude très intéressante du CLCV, une étude de consommateurs, pendant l'été, qui disait les Français sont de plus en plus déconcertés par l'absence de saveur des fruits de saison qu'ils mangent en été. Les tomates, évidemment, les tomates, quand on voit le circuit qu'elles font, même les tomates bio d'ailleurs, c'est un problème. Les melons, qui n'ont plus de goût. À un moment, remettre du goût, faire confiance aux produits locaux, avoir des mairies qui achètent des champs et qui font... Ça, c'est un projet formidable. Ça vaut pour l'agriculture, ça vaut aussi évidemment pour l'industrie. Quand je vois, et Bastien Faudon peut en témoigner, la bataille qui mène sur Alstom, sur General Electric, sur tout ce bassin d'emploi, des savoir-faire formidables, des territoires d'exception. Quand on voit comment les prédateurs financiers sont prêts à sacrifier tout ça, comme les ministres qui succèdent, qui font rien, parce que Bruno Le Maire, à part agiter ses mains à l'Assemblée nationale, il ne fait rien là-dessus. C'est un gâchis épouvantable. Eh bien, le produire en France, et Caroline Fiat, Pont-à-Mousson, Saint-Gobain, elle sait de quoi je parle, le produire en France, c'est une réponse aussi efficace et de qualité par rapport à une mondialisation dont les gens ne veulent plus, et à juste titre. Puis dernière chose, dernier point dans ce programme d'intérêt général qu'on essaie de promouvoir, encore une fois, c'est pas prendre ou laisser, tout le monde va discuter, mais nous, c'est ce qui nous tient à cœur. Il y a la question de l'intervention populaire. C'est vrai, et c'est pas seulement depuis les Gilets jaunes, c'est vrai depuis très longtemps, qu'aujourd'hui, il y a un besoin de démocratie directe dans le pays. Alors, les dirigeants sont pétrifiés depuis le référendum de 2005, on les comprend, parce que non seulement le peuple a voté, mais on s'est empressé de trahir leurs promesses. Pas qu'en France, d'ailleurs, quand on voit, bon, je ne vais pas faire une digression sur le Brexit, mais qui prouve d'ailleurs que même dans des démocraties solidement ancrées, attachées à la démocratie parlementaire, parfois tout peut un peu déconner, quoi. Je ne sais pas ceux qui connaissent la chanson de Charles Trenet, la Java du diable, hein. Mais le Brexit, c'est un peu ça. Tout d'un coup, tout le monde devient fou. Enfin, quand même, au départ du Brexit, peut-être faut-il le rappeler, il y a quand même l'expression souveraine d'un peuple qui prend une décision. Alors, je sais bien que ça défrise ceux qui pensent que l'Angleterre a vocation à rester dans l'Union. En fait, les gens tranchent. Et ça, moi, ça me paraît toujours un peu compliqué de vouloir systématiquement faire revoter les gens quand on estime qu'ils ont mal voté. Ça vaut en Angleterre, ça vaut en France, mais ce recours à la démocratie directe, c'est très important. C'est très important parce que, évidemment, dans la crise, dans cette fatigue démocratique, il y a aussi la volonté des gens de participer davantage, l'implication citoyenne. Et Nathalie me disait que c'est plus au niveau local, pour les municipales, mais c'était aussi quelque chose qu'elle entendait mettre en œuvre. Évidemment, ça tombe sous le sens, l'intervention populaire. Alors, pour nous, enfin pour un certain nombre d'entre nous, ça veut dire aussi des changements institutionnels majeurs. Hein, et forcément, il y aura à discuter de l'avènement d'une 6e République, plus parlementaire, moins monarchique, avec un fonctionnement qui respecte le Parlement. Aujourd'hui, le Parlement français, qui soit, alors, plus d'ailleurs à l'Assemblée qu'au Sénat, est incroyablement maltraité par l'exécutif. On n'en parle pas, mais les réformes que Macron, que le gouvernement Philippe vient de faire passer sur la réduction des débats parlementaires, la restriction de la capacité d'amendement, c'est quand même un truc très préoccupant. Ça se passe dans notre pays aujourd'hui. Donc nous, on pense, et je pense que les autres seront d'accord, que la question de l'intervention populaire et du changement de République est au cœur de ce qu'on appelle ce programme d'intérêt général. C'est notre proposition. C'est une proposition qu'on va faire. L'idée, c'est on met les gens autour de la table, tous ceux qui veulent. Ça n'exclut pas que des responsables politiques, des intellectuels, des syndicalistes, des associatifs, que sais-je. Et on essaye de voir si on est capable, ensemble, de construire un programme d'intérêt général pour la France et les Français face à la déferlante à la fois nationaliste et libérale. C'est le projet qu'on fait. Et à l'appui de cette proposition, il y en a une autre, il y a un cap stratégique. Et sur toutes nos affiches depuis 3 jours, mais aussi finalement depuis qu'on la relance, pour un nouveau Front populaire. Alors je sais, tous les débats, que ça inspire notamment sur une référence à l'histoire, et paraît-il que les gens sont de moins en moins sensibles à cette référence. Quand même, d'abord c'est pas rien, le Front populaire, puis en plus, ça permet de résoudre un certain nombre de contradictions qui sont soulevées dans les débats qu'on a entendus. On a entendu les débats d'hier avec Quatennens, Cormand, Carvounas, qui dit gauche, qui dit fédérer le peuple. La vérité, c'est que tout ça, ce ne sont pas des différences qui sont indépassables. On peut très bien fédérer le peuple sur une ligne de gauche. On pourrait très bien tout faire pour rapprocher
peuple de la gauche. Et pour ça, il faut que ça soit une gauche authentique, une gauche qui s'assume, une gauche de rupture, une gauche de transformation. Mais en même temps, c'est quand même pour ça qu'on se bat. Donc moi, j'entends, hein, parce que c'est quand même très important, j'entends les arguments, et Marine-Noël y a fait allusion hier, et tous ceux qui disent, mais vous vous rendez compte que la réalité du clivage droite-gauche, c'est estompé dans la tête de certains, notamment les classes populaires, notamment ma jeunesse, c'est vrai. Et de la même façon, c'est vrai pour une raison simple, c'est qu'il y a une indifférenciation progressive entre la droite et la gauche dans les gouvernements sur les questions économiques et sociales. Et les gens avaient l'impression qu'ils étaient d'accord sur l'essentiel et qu'ils étaient sur l'accessoire. Mais en même temps, nous, le petit film en a témoigné, on est des héritiers de l'histoire de la gauche. Et pour nous, ça a encore du sens. Et pour plein de Français, ça a encore du sens. Donc on peut faire une synthèse féconde entre ça. Et d'ailleurs, la proposition du Front populaire, c'est un effort de synthèse qui concilie à la fois une mythologie nationale positive, c'est de 36, mais qui indique aussi, dans une perspective actuelle, que la dynamique, elle ne sera pas le simple fait des organisations, des appareils qui sont souvent en plus en mauvaise forme. Non, c'est un processus dynamique. C'est un processus dynamique, mais après qui se décline concrètement dans les élections. Et je parle de ça parce que, évidemment, il y a perspective des élections municipales. D'abord, je voudrais quand même rassurer ceux qui sont inquiets, ceux qui sont dans la déploration. Contrairement aux idées reçues, les européennes en 2019 ne se traduisent pas par un recul de la gauche. C'est un peu curieux à dire comme ça, mais la vérité, c'est que quand on regarde les scores de 2019, des partis de gauche réunis, même ceux qui ne se disent pas de gauche, mais quand même des partis indépendants de la gauche, le score est supérieur à celui de 2014. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, en effet, il y a une alternance des hégémonies. Hein, tantôt, la France insoumise se sent pousser des ailes, tantôt les Verts, vous l'avez vu ces dernières semaines, considèrent que tout doit être construit autour d'eux et c'est l'écologie ou rien. C'est un peu court. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que cette alternance des hégémonies, elle est rapide. Et donc, elle devrait inciter un peu d'humilité, voire même, en tout cas, au refus du sectarisme. Et j'étais très rassuré hier, en écoutant nos amis respectifs, c'est qu'en fait, il y a déjà une autre façon de se parler. Je ne dis pas qu'on doit contribuer, évidemment, mais il y a déjà une autre façon. Ça, c'est très rassurant. Et puis, franchement, moi j'ai toujours été étonné. On ne peut pas, à longueur de temps, dénoncer la concurrence libre et non faussée dans le domaine économique et en faire en même temps la pratique politique quotidienne. Ça, c'est pas possible. Donc la recherche de coopération, elle est préférable pour laisser faire de la compétition en économie, mais aussi en politique. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et notamment dans les élections qui viennent, qu'il faut privilégier l'union entre les forces de transformation partout où c'est possible. Et de la même façon, je le dis parce que, et je l'ai dit dans d'autres lieux, je trouverais ça totalement irresponsable et grave pour l'avenir qu'on contribue, par nos bisbilles ou nos querelles, à donner des villes à la droite, je parle à la droite, c'est-à-dire LR ou LREM, voire à l'extrême droite. Ça aussi, c'est une ligne rouge qu'on ne peut pas dépasser. Alors là, en sortant de Rochefort, on va prendre notre bâton de pèlerin et expliquer que oui, partout on peut une lutte, elle est nécessaire, elle est souhaitable. Et ce qui vaut pour les municipales, j'en finis là-dessus parce que c'est toujours un peu touchy, la présidentielle, mais d'une certaine façon, ce qui vaut pour les municipales vaut aussi pour la présidentielle. J'entends le nombre de gens qui nous interpellent en disant on ne veut plus que le scénario de 2017 se reproduise en 2022, c'est-à-dire un deuxième tour entre Macron et Le Pen, la peste et le choléra, avec quand même un risque, je dis bien un risque, qu'en 2022, Madame Le Pen, face à soit Marine ou sa nièce, fasse un score bien supérieur. Bon, elle l'emporte, hein, c'est de ça dont on parle. Quand on regarde les pays autour de nous, on ne peut pas dire qu'on est naturellement immunisé contre ce danger. On ne peut pas dire ça à longueur de temps. On ne peut pas avoir une aspiration à l'unité dans le pays et dire non mais la présidentielle c'est autre chose, on a un premier tour, chacun s'exprime, puis au deuxième tour on se rassemble. Il se trouve que le problème c'est qu'il risque de ne pas y avoir de deuxième tour. Donc franchement, le cap stratégique qu'on propose et qu'on va proposer aux autres, c'est pas seulement un programme d'intérêt général, c'est pas seulement un nouveau Front populaire, c'est, souhaitons-le, une candidature unique en 2022 pour porter ce programme.
Parce que c'est la seule façon, en tout cas, pour l'instant, j'en ai pas vu d'autres. La politique, c'est aussi une arithmétique. Hein, c'est pas seulement le ciel étoilé des idées. C'est aussi la seule façon de prévenir un scénario catastrophique qui verrait la continuation de la politique macroniste, qui va quand même s'échiner à détruire progressivement tout ce qui fait la singularité française et l'originalité de notre modèle social. Voilà, en quelques mots, hein, notre cap stratégique. Bah, déjà, c'est bien, on en a un. Parfois, dans la confusion actuelle, dans les incertitudes, dans les tâtonnements, mais il ne faut pas, moi je ne critique pas ça, je vois qu'il y a des appels à l'unité qui fleurissent. C'est pas d'ici qu'on va moquer tous ces gens qui essaient de trouver des solutions. Ben oui, il faut trouver des solutions. Nous, on en propose une, il y en aura peut-être d'autres, mais au moins, ça soit confronté, ça soit discuté. C'est le cap politique qu'on propose à l'issue de cette université de rentrée, donc un programme républicain de sortie de crise, une stratégie de rassemblement, bref, une conduite d'action collective au service de notre idéal, au service de la France et des Français. Si on relève ce défi, si on se montre à la hauteur de nos responsabilités, alors nos concitoyens verront que les choses sont en train de bouger et l'espoir changera. Eh bien, tout notre travail, on va faire avec beaucoup de méthodes, avec beaucoup de patience, avec nos moyens qui sont les nôtres. Ce n'est pas une organisation, comme vous le savez, absolument énorme et de masse, mais à vocation à le devenir, rassurez-vous. Tout notre travail, précisément, ça sera de faire en sorte que l'espoir change de corps. Merci d'être venu jusqu'ici et à bientôt pour de nouvelles aventures.